Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afrique en Afrique. À travers cette chaîne, tu apprendras un peu plus sur le continent africain. Je suis Bienvenue. ton mal, je suis ton mal, je suis ton mal, je suis ton mal. Smile Music. Oh baby, je suis ton mal, le pharaon te protège. L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples et de cultures différentes qui se succèdent et se côtoient depuis la préhistoire. Les Bushman, ils sont présents depuis au moins 25 000 ans et les Bantous depuis au moins 1500 ans. Les deux peuples auraient généralement cohabité paisiblement parce que nous, on aime la paix. Ok? D'accord. L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais, qui décident de ne pas coloniser la région, laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers la fin du XVIIIe siècle, ce qui mène à deux guerres. C'est incroyable, mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Le XXe siècle est marqué par le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'apartheid, puis par l'élection de Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel organisées dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que les autochtones, qui sont les Bantous ou les Bushman, deviennent présidents de leur propre pays. Ok? D'accord. Maintenant, on va un peu parler de la préhistoire et de la proto-historique. L'histoire la plus ancienne est mal connue, en raison notamment de l'absence d'écrits et de la difficulté à dater les événements concernant un territoire étendu. Donc, ce que nous disons là ne sont pas des vérités absolues, d'accord? Il faut retenir ça. Donc, on est juste là pour informer, voilà. L'histoire évolue grâce aux recherches et tout et tout. Donc, pour l'instant, on va se contenter de ça. L'histoire de ce pays n'a longtemps relaté que les événements postérieurs aux premières explorations européennes. Ce n'est que depuis les années 1980 que les historiens intègrent vraiment les découvertes des archéologues, pour relater vraiment l'histoire véritable, les origines, pour commencer à tenter de retracer la période ancienne de l'Afrique du Sud, celle qui a vu venir en son sein les Bushman et les Bantous. D'accord? Voilà. De nombreux fossiles trouvés dans les grottes de Sterkfontein, de Swartkrans, de Kromdraai et de Makapangsgat. C'est compliqué à prononcer, donc si j'écorche, désolé. Indiquent que des australopithècinés, ça le français, australopithècinés, j'ai bien dit, vivaient sur le plateau du Highveld il y a environ 2,5 millions d'années. Il est généralement admis que Homo sapiens, l'humain moderne, remplace l'Homo erectus il y a environ 100 000 ans. Des fossiles controversés trouvés sur le site des grottes de la rivière Klasi, dans la province du Cap-Oriental, indiqueraient que l'humain moderne vivait en Afrique du Sud il y a plus de 90 000 ans. Il y a plus de 90 000 ans, l'humain moderne vivait déjà en Afrique du Sud. Donc c'est un vieux pays, un des berceaux de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est l'Afrique le berceau de l'humanité et c'est normal que l'un de ces pays soit l'un des berceaux de l'humanité. Ok? D'accord. Durant le Later Stone Age, des groupes apparentés aux Bushman et aux Khoikhoi actuels se mettent en place. Il est difficile de reconstituer précisément le nombre de Bushman. Ok? Voilà. Ces chasseurs-cueilleurs nomades n'ont, en termes modernes,
laissé presque aucune empreinte écologique, excepté des peintures rupestres. Donc c'est ce qui nous permet de savoir qui ils étaient. Voilà pourquoi il est toujours important de laisser une bonne histoire ou des traces pour les générations futures. Voilà. On va aller dans les 2500 ans. Il y a environ, certains Bushman acquièrent du bétail venu de régions plus au nord, ce qui change graduellement leur système économique. Des chasseurs-cueilleurs, ils se transforment progressivement en éleveurs. Voilà. Ils deviennent des fils. Bon, on ne fait pas la Bible ici, mais c'est comme ça qu'on va identifier Abel dans la Bible. Le berger, des fils des bergers, c'est-à-dire ils deviennent des bergers, des éleveurs. Cela introduit les notions de richesse personnelle et de propriété dans la société, solidifiant les structures et développant ainsi la politique de la région. Ok, c'est ce que nous pouvons retenir. Maintenant, parlons un peu de l'expansion des Bantous. Voilà. Au début de l'ère chrétienne, des peuples bantous arrivent du nord-ouest au début de l'ère chrétienne, partis des confins du Cameroun et du Nigeria, atteint l'Afrique du Sud probablement vers l'an 300 pour s'établir dans l'actuelle province de KwaZulu-Natal. Les Bantous sont aussi des agriculteurs, maîtrisant entre autres cultures, celle des céréales. Ils travaillent aussi le fer et vivent dans des villages. Ce sont les ancêtres des peuples parlant les langues Nguni, Xhosa, Zulu et diverses autres. Les Xhosa sont les seuls à être organisés en État pour se défendre de leurs voisins. Pour tous les autres peuples, l'unité politique ne dépasse pas le groupe de village. Ok, voilà, c'est comme ça. Voilà pourquoi il faut voir la vidéo sur l'Afrique. Oui, pour comprendre un peu pourquoi c'est maintenant des petits villages comme ça que se sont réunis nos ancêtres. Ok, d'accord. Ce sont les ancêtres des peuples parlant les langues Nguni, Xhosa et Zulu. Ok. Les deux cultures qui sont les Xhosa et les Khoisan. Bon, on va parler d'abord des Khoisan. Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. Donc on peut observer une intégration d'éléments des cultures Khoisan, Khoisan, je ne sais pas si je parle bien, les Khoisan par les Bantous. Outre les artefacts archéologiques, la linguistique révèle que le clic caractéristique des langues Khoisan a été incorporé dans plusieurs langues bantoues. Okay? Al-Biruni, savant arabophone du XIe siècle vivant en Inde, avait préfiguré l'existence d'une route permettant de contourner l'Afrique pour rejoindre l'océan Atlantique. C'est à la recherche d'une telle route vers l'Inde et l'Asie que le roi du Portugal envoie des navigateurs longer les côtes africaines. Cette histoire est fausse. Oui. Parce que si je suis là, je suis pas là pour répéter ce que ces gens-là nous ont répété. Voici la véritable histoire. La véritable histoire est que c'est l'Afrique qui a créé les routes. C'est l'Afrique qui est allée vers l'Inde. C'est l'Afrique, l'Égypte, l'Éthiopie et même le Congo. Ces grands empires qui ont formé ces routes. Et ce sont ces grands empires qui ont parlé de ces routes à ceux qui sont venus nous coloniser. Il faut retenir qu'on avait de grands empires, mais quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi il faut aller voir l'histoire de l'Afrique. C'est une vidéo qui est sur la chaîne. Et après, c'est la dislocation de tous ces empires qui a formé des petits villages et qui a éparpillé les gens. Ce qui fait que il y avait maintenant un peu des petits villages partout sur le continent africain. Et voilà, c'est là où l'histoire des Européens commence. Parce que eux, ils sont venus au moment où nous, on était éparpillés. Maintenant, durant les premières années de cohabitation avec les Néerlandais, les Khoikhoi se sont bien disposés à l'égard des nouveaux arrivants. Des relations commerciales se nouent
comme je disais, les Bushman échangent leur bétail contre toutes sortes d'objets manufacturés hollandais. Une partie d'entre eux est néanmoins décimée par la variole. Voilà, ils nous ont amené leur maladie. Il faut retenir ça, hein, apportées par les Européens. Ces maladies sont apportées par les Européens. Nous, on n'avait pas ces maladies. Et c'est pareil que les palus, tout ça. Hein. Voilà. Ok. Donc, il faut retenir que l'Afrique est un continent où il y avait des peuples qui savaient vivre en société et vivre dans la paix et l'amour. Ok. On connaissait déjà l'âge de fer, on avait déjà dépassé l'âge de fer. On connaissait l'élevage, on connaissait l'agriculture. Vraiment, on connaissait tout ça avant l'arrivée des étrangers. Ok. Voilà. L'art, même l'art, on avait déjà développé l'art. Donc, en 1679, un monsieur du nom de Simon van der Stel est nommé commandeur de la ville du Cap. Sous son impulsion, le Cap devient une colonie de peuplement. Voilà, des immigrants néerlandais, allemands, danois, suédois, fuyant la misère et les atrocités de chez eux, viennent chez nous. Ils entreprend de développer l'agriculture en concédant des terres aux burghers, que l'on commence à appeler boyers, afin de développer les cultures et faire planter plus de 8000 arbres. Ok. Mais il y avait la misère là-bas, donc ils ont quitté la misère pour venir là où c'est fertile, là où on peut développer. Comme en ce moment, le réchauffement climatique, la zone la plus adéquate et la plus riche, c'est qui peut maintenir le climat de la planète, c'est le bassin du Congo et l'Amazonie. Vous voyez un peu. Et le continent africain est plein de richesses, ce qui peut permettre à l'humanité de survivre malgré ceux qui s'amènent, la famine qui s'amène. Donc, il suffit de remettre aux intelligences africaines le pouvoir afin qu'ils puissent se prendre en main et développer afin que nous tous nous soyons sauvés. Hein. Ouais, nous tous, l'humanité. D'accord. Mais dis donc, en 1807, la colonie du Cap est rattachée au Colonial Office, représenté localement par un gouverneur. La même année, Londres fait interdire le commerce des esclaves au sein de l'Empire. Ah, enfin, au Cap, des mesures sont prises en faveur des Khoikhoi et des esclaves. Ah, enfin, les pauvres Khoikhoi qui étaient en paix seront libres. En 1819, après une guerre de frontières, les territoires situés en amont de la rivière Fish jusqu'à la rivière Kestama sont annexés à la colonie du Cap. Parlons un peu d'Mfekan, l'Mfekan. À l'époque des premiers contacts entre blancs et noirs, les peuples africains sont en pleine turbulence sociale et politique. Comme je vous ai dit, dislocation des grands empires. Et le fait qu'on soit brouillé, désordonné et sans but, surtout dans les guerres entre frères, ça a permis à l'étranger de venir et de s'aimer ses idées. En tout cas, il avait toute la liberté. Hein. Vu que le frère n'aimait pas son frère, il préférait l'étranger. Hein? Voilà. C'est des tueries. Un fils qui tue son père, un père qui est tué par son fils, un frère qui tue son frère. Parce que chacun, c'était le royaume de son père, il a tué, après il a étendu le royaume. Et pour finir, en 1828, chacun est finalement assassiné, victime d'un complot organisé par son demi-frère Dingaan. Ce qui fait que vraiment, l'histoire de Caïn et Abel, ça ne termine jamais. Et bon, comme je disais, l'histoire de l'Afrique du Sud, elle est vraiment grande, belle et fascinante. L'Africain doit s'intéresser vraiment à son histoire, s'intéresser et comprendre son histoire, afin de ne plus se faire manipuler. Hein? Ok. D'accord. Donc là,
À travers ce petit résumé, je vous invite à aller faire plus de recherches sur l'Afrique du Sud et surtout sur le continent. Bien des choses à vous et j'espère que la vidéo vous a plu. D'accord? À la prochaine vidéo.